Cette semaine, dans le balado, on sourit, on tombe en amour et on combat la maladie. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Écoute, un menu très varié quand même cette semaine, mais des offrandes un peu nichées là, sur les écrans. C'est drôle, c'est qu'il y a comme des thèmes qui se recroisent. Genre, certains sont dans la satire, d'autres sont dans les extraterrestres, d'autres sont dans l'horreur, d'autres sont dans le drame. Tout ça. Peut-être qu'on pourrait on pourrait demander à une intelligence artificielle d'écrire un film qui combinerait tous ces 4-5 films-là. Ça serait super. Sûrement. Donc, avant de parler des sorties de la semaine, un petit tour d'horizon d'actu. Honnêtement, ça a été une semaine relativement très tranquille. Fait que j'ai noté une petite nouvelle québécoise. Qu'est-ce qui se passe? La réalisatrice Anne Aymon, qui nous avait donné Lucie, Grizzly et Sophie en début d'année. Donc, annoncé son prochain film. On n'a pas trop dit le genre, mais j'ai l'impression que ça va être comme une comédie peut-être un peu noire dramatique. Là. Ça met en vedette Patrick Yvon, qu'on aime beaucoup, et aussi Piper Perabo. C'est pas C'était une ancienne jeune vedette ou quelque chose de même. Oui, effectivement. Tu te rappelles sûrement de Coyote Ugly? Je n'ai jamais vu le film, moi non plus, mais je me rappelle de ce que c'est danser sur les bars, puis que ça doit être un drame romantique super cheesy. Le film, là? Oui, tout à fait. Puis elle avait joué dans le film aussi de Léa Paul. Le titre m'échappe, mais elle jouait une lycéenne qui découvre l'homosexualité là, avec une autre étudiante là, fin des années 90. Je pense que c'était juste un peu avant Coyote Ugly. Okay. Fait que bref... c'est une Canadienne ou c'est une Américaine? Elle est Canadienne. Okay. Non, elle est américaine, excuse-moi. Elle jouait avec une Canadienne. Donc, elle est américaine, mais elle va jouer une Ontarienne dans le film. Okay. Puis dans le fond, rapidement, c'est que Patrick Yvon joue un propriétaire d'un chenil qui est un éco-anxieux, qui souffre de dépression. Je l'imagine très bien jouer quelqu'un d'éco-anxieux. Comme... qui va rencontrer cette femme-là qui vient de l'Ontario, qui est une mère qui est une mère de famille qui est un peu cassée, paumée, tout ça. Puis là, je pense que ça va provoquer des choses dans leur vie, ils vont régler des comptes, des trucs comme ça. Un film bilingue? Probablement. Je pense pas qu'elle doit jouer en français. Fait que, un peu comme ça va être chez les beaux-parents. Là, ils vont intégrer peut-être. Probablement l'anglais dans le... Est-ce que le titre est annoncé? Est-ce que ça va appeler Romance au chenil ou Un amour de chien? Non, il n'y a même pas de titre non plus, ce qui est quand même curieux. Non, mais c'est vrai que ça pique, j'ai l'air de m'en moquer, mais ça pique ma curiosité parce que j'aime toujours les films d'Anne Aymon, puis elle bifurque un peu dans plusieurs choses, dans le coming of age, dans le biopic, dans le drame, dans le thriller. Fait que si elle tombe un peu dans la romance, j'ai hâte de voir son angle là-dessus. Oui, puis moi j'adore Patrick Yvon, fait que juste pour lui, je pense que ça va être intéressant à voir. Sinon, c'est en tournage, ça? Ou le tournage, oui, c'est ça, effectivement. Le tournage débute là, donc sortie 2025 assurément, mais quand, on verra bien. À Saint-Valentin? Probablement l'automne. Non, sûrement pas Saint-Valentin 2025, t'as pas le temps. Peut-être automne ou hiver, là, quelque chose comme ça, tout dépendant de la thématique. Sinon, du côté des Américains, un projet que j'ai comme semi-hâte de voir. Je sais pas si ça va être une bonne idée, parce qu'on sait qu'il y a un film de Karate Kid qui a été tourné même à Montréal cet été. Ah, OK, c'est fait. C'est fait, le tournage est terminé. Mais ce n'est pas une suite à Cobra Kai de la série Netflix. Ouais, c'est ça qu'on en discutait. Je me souviens plus, parce que c'est pas un univers que je connais bien, mais je me souviens. Cobra Kai qui reprenait vraiment tous les personnages de la première trilogie de Karate Kid. Okay. Donc, on retrouvait Johnny et Daniel LaRusso qui font alliance, une alliance tendue. Mais là, dans ce nouveau film-là, c'est juste le personnage de Daniel LaRusso, de Ralph Macchio, qui revient. Donc, les autres personnages de Cobra Kai ne sont pas là. Mais on retrouve le personnage de Jackie Chan dans le remake de Karate Kid. Mais qui n'est pas M. Miyagi. Non, qui était M. Han, qui demeurait en Chine, finalement. Mais c'est un peu la même histoire qui se déroulait là-bas. Donc, on confirme que ce remake-là, finalement, fait qu'il est en train de joindre les univers, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que là, l'univers du karaté. Le Karate Kid-verse. Le Miyagi-verse. Fait qu'on va peut-être revoir Jaden Smith dans un caméo. Peut-être, je sais pas, mais là, ce qu'on comprend... Comme Creed 2, là. Ouais. Que c'est lui qui pourrait être en train d'entraîner le rival. Ça serait ça. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un nouveau jeune qui est entraîné par M. Han, par Jackie Chan, donc qui est aussi un Asiatique, là, parce que l'affiche a été révélée. D'ailleurs, le titre aussi, qui est Karate Kid Legends. Je ne sais
pas sûr que c'est le meilleur titre. Ça va être jeu vidéo plus que... Ouais, je sais pas à quel point c'est légendaire. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'on connaît pas trop le rôle de Larousseau là-dedans. Puis en plus, c'est pas lui qui est le top billing, c'est Jackie Chan. Fait qu'est-ce qu'il va avoir comme plus un petit rôle de soutien? Ouais, ça sonne le 3-4e rôle qui est là de temps en temps. Peut-être. Là. Fait que bref, à suivre, mais ça va sortir le 30 mai pour les fans cette année, de la série, à 2025. Ouais, c'est ça, dans comme 8 mois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, à l'origine, il devait sortir cet hiver, mais avec cause de la grève des scénaristes, tout ça, ça avait repoussé le tournage. Donc, fait que voilà. Fait que décidément, ça a été tourné à Montréal au complet? Ou ouais, c'est ça quand même. Mais ça doit être en intérieur beaucoup, c'est ça. Oui, parce que je pense que ça se passe comme en Chine, vu que c'est en Californie. On peut essayer de passer Montréal pour New York ou Baltimore, mais pas pour la Chine. Non. Ben, il y a le quartier chinois, mais... En décor, oui, limité. Mais vu que Cobra Kai et Karate Kid se déroule à Los Angeles, c'est dur de truquer ça un peu. Là, c'est ça, il y a des limites. Ouais. Fait que c'est tout pour les actus. Comme je disais, c'était vraiment très, très tranquille. Puis bande-annonce aussi, on n'a pas été gâtés nécessairement cette semaine. Évidemment, une bande-annonce de film d'horreur parce que l'Halloween approche. Bien sûr, qu'on va maximiser l'exposure. D'ailleurs, j'ai pas noté si c'était Paramount, The Monkey. Non, je pense que c'est Neon. Fait que c'est Neon, OK. Puis ça passe par Entract Smile. Film, Elevation, puis film et tout. Fait que c'est plus distribution indépendante. Si on veut. Donc, fait que The Monkey, le singe, on avait eu un tout petit teaser qui annonçait juste le titre tout de suite après le succès de Long Legs, au fond de Oz Perkins. Alors là, c'est tout de suite son nouveau film. Fait que je pense que c'est que... Je sais pas si c'était à cause de la pandémie ou quoi que ce soit, qui se retrouve aussi là, toujours un contexte particulier d'avoir 2 films en 1 an là, de sortie à peu près. Même pas, en 10 mois. Genre. Oui. Un est sorti en juillet, puis l'autre sort en février, le 21 février de mémoire. Fait que c'est ça, on en avait discuté un petit peu, l'adaptation ou inspirée d'une adaptation de nouvelles. D'une nouvelle, c'est ça, de Stephen. Fait que c'est quoi? C'est un genre de petit singe qui semble exaucer... Ben, c'est un jouet mécanique. Ouais, le petit singe avec des petites cymbales. C'est ça. Fait que quand tu le craignes puis qu'il va frapper des cymbales, ça va créer un meurtre, une victime. Mais selon ton souhait ou quelque chose comme ça? Écoute, je ne connais pas tant l'histoire que ça. Je sais que c'est des jumeaux. Puis je pense qu'il y a un des 2 frères qui va être tués dans leur jeunesse, puis ça va créer toutes sortes de problèmes qui vont rattraper l'autre qui a survécu. Genre, mais... Du weirdness. Ouais, mais honnêtement, la bande-annonce est vraiment réussie. Je pense que Perkins a réussi à amener son esthétisme à l'univers de Stephen King. Fait que j'ai bien curieux de voir ça. Là. C'est assez vendeur, assez punché. Puis c'est Theo James qui est l'acteur principal, là, qui est surtout connu pour les Maze Runner, là, cette série-là de pour ados. Là. Ouais. Fait que c'est comme un peu un comeback parce qu'après ça, je pense pas qu'il a joué dans un gros projet, mais... je sais pas. Mais j'ai bien hâte de voir. Fait que pour les fans d'horreur et de Stephen King et surtout d'Osgood Perkins qui commence à avoir là, je pense qu'avec le fanbase, succès de Long Legs, qui, comme on dit, il y a eu des critiques des fois négatives ou mitigées, mais il y a eu vraiment un boom, puis des gens sont allés le voir. Tu sais, je pense que c'est le genre de film que t'aimes ou t'aimes pas, là, de ce que je voyais passer beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y en a qui criaient au génie, puis d'autres qui étaient très déçus, mais je pense qu'il a trouvé un nouveau public, parce qu'évidemment, c'était des films très nichés, puis à petite sortie. Voilà, c'est ça. Puis, écoute, faut lui donner que c'est vraiment bien réalisé quand même, ces films. Oui, tout à fait. Ouais, l'ambiance et tout, je pense que pour le suspense, il sait ce qu'il fait. Fait que, restons dans la thématique horreur pour les sorties de la semaine. D'accord. On dirait avec le gros film. On y va avec le sourire. Smile 2 de Parker Finn. Oui, Sourire 2 et une suite aussi hâtive. Ça fait seulement 2 ans, le premier film, qui avait été une espèce de... Succès surprise, tout à fait, exact. C'était un film que Paramount pensait envoyer directement sur leur plateforme Paramount+. Puis en fait, je pense qu'il y a comme une fenêtre en septembre, il y a peut-être de l'intérêt, puis il avait sorti ça donc septembre 2022. Puis ça avait fait une centaine de millions aux États-Unis pour un total de, je sais pas, presque 300. Pour un film d'horreur qui en avait coûté, je sais pas, une trentaine. Fait que... Et il y avait une campagne marketing vraiment génial. Ben oui, je me souviens c'était les séries de baseball, là, puis c'était les derniers matchs avant les séries. Puis là, il envoyait du monde là, derrière le marbre, là, fait que tout au long de la présence au bâton, tu vois les gens qui sourissent sans arrêt, de manière très creepo. Puis là, les gens, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affaire-là? Puis là, après, à la pause publicitaire, tu comprends et tout. Fait que dans d'autres événements sportifs, au football aussi, je pense. Oui, puis même...
des trucs un peu random, là, je pense des émissions, là, des fois qui sont tournées en direct, là, ils font la météo dehors, là, ABC News ou whatever. Là, fait qu'il y a différents endroits comme ça là, où ils pouvaient être captés à la télé. Là. Ouais, puis des fois, il y avait des chandails jaune fluo écrit Smile dès le X septembre et tout. Fait que oui, ça a fait, bref, un beau succès. Puis c'était un film qui a été très apprécié, je pense, du public d'horreur. C'est un bon horror flick. Puis ici, qu'est-ce qu'on arrive avec la suite? Ça met en scène des nouveaux personnages, un lieu complètement différent. Là, c'était comme une psychologue qui avait vu sa patiente. On se souvient là, que cette affaire-là, c'est comme tu vois quelqu'un se suicider brutalement devant toi, puis ça t'inflige de cette espèce de maladie, entité qui se nourrit de tes peurs, comme dans beaucoup de films d'horreur, et qui va jouer un petit peu avec sa nourriture avant de la manger, donc te rendre de plus en plus cinglé, te faire un peu halluciner des choses, beaucoup de violence physique autour de toi, jusqu'à ce que te conduire à te tuer toi-même devant quelqu'un d'autre pour que ça se propage telle une maladie. Et fait que dans Smile 2, on va suivre le même principe, sauf qu'ici, c'est une vedette pop qui s'appelle Sky Riley, jouée par Naomi Scott, qu'on avait vu dans, entre autres, Aladdin, le remake de Charlie's Angel. En fait, remake d'Aladdin, remake de Charlie's Angel. Et qui chante pour le vrai dans la vie aussi. Ah, je savais pas, ok, c'est ça. Parce que c'est pour ça qu'elle incarne une vedette pop et que, parenthèse, toutes les scènes de musique et de répétition sont beaucoup plus intéressantes que dans Trap. Mais ça, c'est autre chose. Fait qu'ici, elle est sur le bord de repartir une grosse tournée internationale, donc elle est dans ses répétitions, ses rehearsals dans le Colisée. Là, je pense que c'est à New York, c'est ça? Fait que, probablement au MSG, Madison Square Garden. Fait que là, c'est les répétitions avant l'ultime show, mais il y a beaucoup d'argent que la maison de disques puis son producteur met sur elle. Son agente, c'est sa mère, fait que ça a toujours des tensions singulières à tout ça. Et ce qu'on comprend, c'est que elle sort de rehab, elle consommait beaucoup, puis elle avait eu un accident avec son copain qui a tué son copain. Fait que, tu sais, elle revient dans l'œil public, les gens l'attendent, veulent sa tournée, aiment sa musique, elle est en train de se remettre droit. Puis par une espèce de une coïncidence ou un écart de conduite à son agenda bien rodé que sa mère lui tient, elle va subir ça, là, cette espèce d'affaire-là de quelqu'un, être exposée à quelqu'un qui paranoïe, qui se tue devant elle, puis là, ça va commencer à la hanter elle. Avant de te passer le micro, juste mentionner que ce qui est intéressant, c'est que dans le premier film, un peu comme le cercle était, on suivait l'enquête de ça. Elle essayait de comment ça marche, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, elle remontait le fil d'Ariane pour comprendre c'est qui le premier, puis tu te rends compte que c'est le même depuis toujours. T'sais. Ce qu'on voit souvent comme dans It Follows ou des affaires de même, des films de curse, ben, tu essaies de voir d'où ça part. Mais là, on l'a fait dans le premier film, fait que ça donne un peu rien de faire ça dans le 2. Fait qu'on est plus dans vraiment sa paranoïa, ses problèmes à elle, comment elle manage ça, comment elle cache ça aux autres, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est fréquent. On fait des sauts, mais on retourne pas dans essayer de comprendre la source, puis le film va évidemment nous conduire à Smile 3, Smile 4, Smile 5, Smile 6. C'est une nouvelle franchise à succès pour Paramount et pour Parker Finn à ce moment-là. Fait qu'il va en avoir autant que le public va en redemander. T'sais. Ah, tout à fait, tout à fait. Écoute, moi, le premier Smile avait été vraiment une très belle surprise quand c'était sorti. Fait que j'appréhendais un peu la suite. Là. C'est toujours casse-gueule quand on fait des suites comme ça. Mais moi, écoute, j'ai vraiment embarqué. J'ai vraiment adoré. Ce qui est meilleur que le premier est dur à dire parce que je salue l'audace. Non, je m'en rappelais assez. Je l'ai vu comme quelques fois. Parce que j'aimais cette portion-là d'enquête du premier, mais j'aime qu'on est ailleurs aussi, complètement. Fait qu'on refait pas le premier film. Puis je trouve que l'environnement de la musique pop et tout ça, je trouve que c'est bien amené, c'est intéressant. Ça donne vraiment de bonnes scènes un peu creepy. Oui, puis tu sais, je pense qu'il se permet aussi, Parker Finn, quelques peut-être commentaires justement sur un peu la toxicité de tout ça, sans pointer du monde en particulier, mais juste, ça roule, puis il faut que tu y ailles, puis il y a de l'argent, puis tu peux jamais dire non, puis tu continues, puis effectivement, elle a beaucoup de poids sur les épaules, surtout quelqu'un qui est big comme ça. Tu peux pas nécessairement recommencer je vais refaire des petits shows tranquilles. C'est comme non, on repart la machine à 100%, puis ils le disent à plusieurs occasions, c'est ta deuxième chance. Tu peux pas rater ça. Fait qu'elle a encore plus. Tu fais de l'anxiété, puis en plus, tu as des espèces de visions démoniques. En regardant ça, je pouvais pas éviter certains parallèles avec Britney Spears aussi, puis son meltdown, puis tout ça. Oh, je trouve qu'il y avait quelque chose d'intéressant avec ça.
La célébrité et la jeunesse. Oui, puis comment que ça te consomme. Puis écoute. Mais écoute, la vedette du film, c'est Naomi Scott, qui est hallucinante dans le film. Ben, elle fait tout. Elle fait tout, puis sa palette d'émotions en un plan, elle est juste incroyable. Puis je suis allé fouiller un peu, puis après Charlie's Angels, là, c'est sûr que le film n'a pas eu le succès escompté, mais n'a pas vraiment tourné. Ça fait comme 4-5 ans. Mais c'était quand même bon film. Ouais, ça n'a juste vraiment pas marché. Le fait que tu étais dans Power Rangers, ça c'était pas très bon, mais... Ouais, mais fait que je comprends pas pourquoi qu'on l'a pas tant vu. Écoute, c'est peut-être son choix, là, je connais pas, mais Crime, qui est une machine, là, elle est vraiment excellente. Fait que j'étais vraiment content de la revoir. Puis pour le film d'horreur lui-même, là, toute cette portion-là, écoute, c'est vraiment réussi. Je me rappelais dans le premier film que j'avais fait un vraiment méchant saut. Puis c'est rare que ça m'arrive. Et là, je pense que j'en ai fait 3-4 oui, dans lui. Là. Exactement. Et qu'il y a des jumpscares. Tu sais, on en a vu cette année, là, je veux pas... je veux pas les nommer en diffamation, mais des films, mettons, ben, tu sais, AI, là, il y a quelques semaines, c'est beaucoup plus convenu, même s'ils essaient de faire des jumpscares, t'es comme, non, je te vois venir, c'est ça. Mais ceux-là, tu le sais qu'il va en avoir un, mais tu le fais pareil parce qu'il est pas... Tu penses qu'il va être à gauche, puis il arrive derrière toi, puis tu sais, fait que c'est très bien fait pour ça, mais c'est un film où le traitement sonore est très fort, la musique, l'ambiance, le film débute, c'est juste la grosse bass qui gronde là, partout dans la salle de cinéma. Fait que je trouve que c'est un film parfait pour, encore plus la période d'Halloween, là où on est, c'est vraiment une bonne offrande. T'sais, on a parlé récemment de Substance qui frôle avec l'horreur, qui plus peut-être avec un deuxième degré, puis un ton sur un commentaire social. Terrifier, qui est pas dans l'épouvante, mais juste dans le dégueulasse. Là, je pense que celui-là, il est... L'entre-deux. Pas pour tous, là, c'est une drôle de façon de le dire, mais ouais, on est plus dans... accessible. C'est ça, c'est un horror flick, donc un genre de blockbuster du film d'horreur, mais de très bonne qualité, je trouve. C'est exactement ce que ça devrait être. Et oui, il est 2h05, ça peut paraître un peu longuet, mais en même temps, c'est comme si tu payes pour aller une journée au parc d'attractions, tu sais, je veux dire, le film, il fait super bien ce qu'on lui demande de faire, fait à ce moment-là, pourquoi en prendre juste 1h40 quand tu peux en prendre 2 heures, tu sais. Voilà, puis il n'y a pas de temps mort, puis même au niveau visuel, au niveau graphique, il y a quand même quelques scènes, je pense, plus poussées que le premier dans ma mémoire, là. Fait que, oui, on a rehaussé la créativité et tout. Puis les trucs, il y a beaucoup avec des danseurs puis des affaires comme ça. C'est très cool, là, comment c'est fait, comment c'est mis en scène. Il y a encore aussi son truc du sourire, donc aussi les caméras flippent à l'envers, on filme des buildings, des shots de drone et tout. Fait que c'est l'esthétique que Parker Finn met dans ses films. Fait que non, moi j'ai beaucoup apprécié. Puis écoute, même là, il flirte avec le top 10 de l'année. Dans mon cas, là, à ce point-là. Tu vas retourner le voir, j'imagine? Je vais retourner, oui, avec la famille. Les intéressés. Oui, c'est sûr. Fun fact, c'était le 100e film avec mon Letterboxd, mais ça, c'est ma liste interne. C'était mon 100e film que je voyais au cinéma cette année. Okay. Fait que j'ai exclu les screeners, j'ai mis à part, mais que je vois vraiment sur grand écran. Quasiment. C'était pas un mauvais. Tu vois, quand j'étais dans le 95, là, je commençais à compter parce qu'il y a certains films que j'étais là, non, faut pas que ça soit ça mon 100e. On voulait une qualité quand même. Oui, c'est ça. Fait que, je pensais que ça serait We Live in Time, puis finalement, ça a été Smile. Alors, donc, à voir. Oui, chaudement recommandé. Vous avez aimé le 1, vous voulez un film d'horreur au cinéma, une sortie un beau vendredi soir. Là. Moi, vraiment, c'est tout thumbs up. Je sais pas c'est quoi notre affaire, là. Herbert and Rupert, c'est tout thumbs up. Nous autres, 2 sacs de popcorn. Oui, c'est ça. Parfait. Ben beurré. Pas de beurre pour moi. Mais d'accord. Moi, c'est café, popcorn, c'est ça mon mix. Et très tôt double espresso, ça serait ça, quand c'est une valeur encore plus sûre. Restons un peu dans le semi-weird avec Vous n'êtes pas seul de Marie-Hélène Vien et Philippe Lupien. Oui, premier long métrage pour ce duo-là de scénaristes et réalisateurs. Ils sont très connus dans le milieu du court-métrage. Exact, ils en ont fait un puis un autre, comme on dit. Ça met en vedette Pierre-Luc Funk, Marianne Fortier, François Papineau et Sandrine Bisson également. On va suivre comment décrire ce film. On suit principalement le personnage de Funk qui s'appelle Léo, qui est un livreur de pizza de nuit dans la pizzeria familiale. On comprend assez rapidement qu'il veut volontairement s'isoler, qu'on lui foute la paix. Il y a probablement eu une rupture d'une ancienne relation, quelque chose comme ça, il y a
plusieurs mois déjà, mais qui n'en est pas trop remis, puis sa solution, c'est s'isoler pour se reconstruire, disons, mais est-ce que ça fonctionne? Et il va rencontrer, un peu par hasard ou par l'entremise de sa mère, Rita, qui est une jeune agente de voyage, qui semble un peu dans la même situation, fait que tranquillement vont bâtir une espèce de chimie, mais qui naît vraiment d'un gros coup de foudre, là. Quand tu vois quelqu'un, puis t'es comme hey, c'est pas ça que j'avais prévu faire, mais j'aimerais ça te voir plus souvent, s'il vous plaît. Puis jusque-là, on dit, ben là, ça, c'est quoi? C'est une comédie romantique, là, Jeff? De quoi tu nous parles? Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a un mystérieux chauffeur de taxi qui vient aider Léo à un moment donné qui a des problèmes de voiture, qui commence à beaucoup se poser des questions sur Léo. Et on comprend que ce personnage joué par Papineau ne semble pas provenir de la Terre, est plutôt d'origine extraterrestre et a un agenda plutôt trouble de vouloir capturer des gens. Et là, sa prochaine cible semble être Léo. Parce qu'il est une cible parfaite parce qu'il est seul, isolé et tout le monde se fout de lui, mais au final, c'est en train de changer puisqu'il est en train de tomber en amour et que quelqu'un tombe en amour potentiellement avec lui. On va s'arrêter là sur le synopsis, on va le laisser, vous le laisser le découvrir vous-même. Ce qui est intéressant, et je sais que ça peut faire peur, c'est un film de genre, et des fois au Québec, on se dit il n'y a probablement pas le budget de leurs ambitions. À l'inverse, je trouve qu'ils ont fait l'inverse. Ils ont dit c'est ça notre budget, alors on va tirer le maximum de ça. Fait que c'est un film qui est, moi je trouve, remarquable sur tous les points de vue techniques. Il n'y a pas de fausse soucoupe volante en CGI à 2$ parce que mon ami n'est pas pire avec After Effects ou quelque chose comme ça. On est allé avec du concret, des effets pratiques sur des trucs. Beaucoup de jeux de lumière, des ambiances sonores qui créent beaucoup de mystère. Et c'est un film qui est excessivement beau dans sa facture, pas beau comme un film de voyage, là, c'est pas la même affaire, mais vous comprenez, ça aurait pu être très ordinaire là, quand deux personnes se parlent dans une voiture, ça reste très intéressant comment c'est mis en scène et tout. Et sans passer sous silence, la chimie des deux comédiens, de Marianne Fortier et Pierre-Luc Funk. Oui, tout à fait. Ils forment un duo vraiment très, très touchant à l'écran. Très crédible. On s'investit complètement dans leur histoire. Après ça, c'est un film qui, faut dire là, quand même, qui est un peu cryptique, qui nous donne pas toutes les clés. Fait que ça, il y en a qui adorent ce genre-là, d'autres non. Il y a un double message, pas un double message, mais un double sens à ces affaires d'extraterrestres. On peut aller dans la métaphore, bien que c'est à l'origine, on peut revenir, mais il voulait vraiment construire plus une histoire alentour de ça, puis ça bifurquer vers une histoire d'amour. C'est peut-être un comparatif, mais pas complètement là. C'est peut-être à l'histoire de TV Glow. Oui, c'est qu'on vrai. est un peu dans le mystère. On ne sait pas trop est-ce que c'est réel ou pas réel, certains éléments, mais là, avec une histoire d'amour quand même très touchante à laquelle on peut s'accrocher. Fait que je rejoins tous tes commentaires. Moi, j'aime ça avec juste un petit peu plus d'explication peut-être, là. Mais c'est un film quand même de qualité. Là. Après ça, c'est juste si on embarque ou pas dans la proposition. Mais c'est un très bon premier film. J'ai hâte de voir où cela va les conduire. Définitivement un talent et surtout un bon talent pour diriger les comédiens. Là. Exactement. Ouais, ils ont vraiment réussi à bien leur faire comprendre c'était quoi la vision, c'était quoi le film, où ça allait. Comme on dit, même s'il y a des affaires cryptiques, on sent qu'eux, ils ont eu... le cours complet de qu'est-ce qui se passe. Ouais. Ça me rappelle un peu comme Pascal Plante avec les Chambres Rouges qui disait tu sais, il y a des affaires que... Il dit, moi, je le sais, tout qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi le A, le B, le C, puis le pourquoi, mais je veux volontairement laisser du mystère, tu sais. Puis on a eu la chance de rencontrer l'équipe. Ouais. On leur a pas posé directement cette question-là, mais je pense que c'est quand même ça, leur esprit aussi, de pas vouloir tout de suite dire « ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça, c'est ici », tu sais. Faut travailler un peu, c'est pas pénible, mais comme tu dis, il y a quelques portes qui... faut trouver la clé, tu sais. Puis, fait qu'on a fait un épisode spécial qui est déjà en ligne. Peut-être l'avez-vous vu passer. Puis finalement, il est quand même assez long. Il est quasiment 50 minutes. On avait beaucoup d'invités, là, faut dire. Là, on a pu parler à Pierre-Luc et Marianne conjointement, puis à Marie-Hélène Philippe et la productrice Fanny Malo. C'est super intéressant. Avec chacun des ensembles, on aurait pu parler 1 heure. Fait qu'on a fait comme un 20, 22, 23 minutes. Là, il faut s'arrêter. Puis des fois aussi, on est limité par le temps de... Ils ont d'autres entrevues, d'autres trucs. Mais là, on avait comme beaucoup de lousse qui est bénéfique, mais qui donne quand même un long épisode. Mais moi, je vous encourage à l'écouter. Il y a peut-être un petit divulgateur dedans là, qui
enlève rien à votre visionnement si jamais vous l'écoutez avant. Mais puis d'ailleurs, on en discute aussi, c'est que le film met beaucoup de l'avant la pièce Hélène de Rock Voisine. Ça débute que Pierre-Luc, Léo essaie de l'apprendre au ukulélé tranquille, après quelqu'un d'autre qui a siffle, éventuellement elle est intégrée dans l'histoire. Puis tu sais, on la connaît cette chanson-là, elle joue encore à la radio et tout, mais elle n'a jamais été au cinéma avant. Elle n'a jamais été dans des œuvres parce que Rock Voisine et son équipe sont très protecteurs des droits, puis ils les donnent jamais, ils l'ont jamais voulu la donner. Fait que il a fallu que Fanny puis l'équipe travaillent très fort pour aller la chercher. Puis pas juste très fort, genre donner beaucoup d'argent, mais de convaincre artistiquement le pourquoi. Ouais. Et voilà, fait que, ce qui fait que la chanson Hélène est un personnage. Ça aurait pu être ça, là, funk, Fortier, Papineau et mettant en vedette Hélène de Rock Voisine, qui est comme un des éléments essentiels parce que pour le message et pour tout. Puis on comprend que c'est une pièce qui a aussi beaucoup marqué Marie-Hélène, fait que ça a beaucoup aidé tout au long du processus. Puis elle mentionne, j'avais pas de plan B. Là. Si on ne pouvait pas avoir cette tune-là, c'était l'équivalent de si on n'est pas financé. Là, c'est un échec, je sais pas c'est quoi. Ouais. Peut-être que devant le mur, elle aurait trouvé autre chose, mais elle dit je peux pas envisager de me préparer 4-5 autres choix au cas où. Là, oui, tout à fait. Fait que voilà, vous n'êtes pas seul au Québec sur vos écrans favoris de cinéma. Oui, puis la productrice me disait qu'il ouvre quand même sur une vingtaine d'écrans. Là, fait quand même pour ce créneau-là, un film un peu plus niché, c'est quand même une belle sortie. Je pense que ceux qui nous écoutent et qui aiment aussi ce genre de cinéma, ça doit être à peu près les mêmes écrans qui participent quand ils ont genre la fonte des glaces, puis ce genre de produits. Là. Le 20 écrans, après ça, tu tombes dans le 25-30 où là, tu as un peu plus de mégaplex, mettons, qui embarquent dans l'aventure. Là, puis après, tu tombes dans du 40-50, là, nos belles sœurs, puis des affaires de même. Là. Allons-y dans le temps avec We Live in Time de John Crowley. Oui, L'amour au présent, en version française, avec Andrew Garfield et Florence Pugh. Dans leur accent britannique naturel. Oui, c'est ça, j'ai pas vérifié, mais c'est une production britannique, ce truc-là. C'est ce qu'on se disait en l'écoutant, puis comme j'oublie de contre-vérifier, mais même coproduit par Benedict Cumberbatch. Qui est effectivement sa maison de production, je suis allé voir, qu'est-ce qui se passe là-dedans? On va suivre une relation de couple entre... alors que dans Vous n'êtes pas seul, c'est comme les débuts et l'effervescence. Ici, on va suivre pendant à peu près une décennie ce couple-là dans une mise en... pas de mise en scène, mais un montage qui est comme mélangé. Là. Fait qu'on a plein de morceaux de casse-tête. Non linéaire. Exactement, merci. Des bons termes. C'est à nous de replacer ça dans l'ordre. C'est une chef cuisinière très prometteuse, donc jouée par Florence Pugh, et un jeune homme récemment divorcé, ou disons en instance de divorce, parce que son mariage n'a pas atteint les objectifs qu'il voulait au départ, avec cette ex-femme qu'on ne verra jamais dans le film. Ils vont voir leur vie bouleversée à jamais par une drôle de rencontre lorsqu'elle le percute avec sa voiture. Puis ça va bâtir en eux une histoire d'amour de on veut-tu des enfants, on fait ce qu'on fait des enfants, éventuellement ils ont des enfants, c'est pas un spoiler parce que tu le vois dès le début qu'ils ont un enfant, mais tu comprends, ok, c'est un enjeu, puis après, est-ce que donc, on comprend qu'ils vont vouloir. Est-ce que ça va être facile? Est-ce que ça va être difficile? Puis, il va venir à ça aussi la maladie. Donc, comment on fait face à une épreuve de chimiothérapie, d'opération? Est-ce qu'on à la mort, etc.? Comment tout ça va mener? Et sans dire nécessairement que si elle meurt ou pas, là, mais juste à un moment donné, il se pose la question eux-mêmes, qu'est-ce que tu veux faire? La fameuse question de est-ce que je me bats tout le combat de la chimio et tout, mais d'un coup que ça marche pas, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, ou je suis mieux de vivre à 100%, mais je suis sûr que je vais périr rapidement. Fait que c'est un très bon dilemme. Puis tu penses à toi, mais tu penses à ta famille, mais tu penses-tu juste à ton enfant? C'est aussi ta vie à toi, t'sais. Fait que, puis elle qui est chef, elle se retrouve avec une proposition d'aller faire le Bocuse d'or, les compétitions culinaires, la version... plus élevé de tout stocker, la version pour adultes. Puis, c'est quelque chose d'important, mais si tu fais ça en même temps que de la chimio, tu vas pas réussir dans les deux, là. Ça marchera pas, c'est trop d'énergie, voilà. Fait que c'est un film qui est très touchant, qui amène la larme à l'œil par les beaux moments, par les moments difficiles, par les moments drôles. On en discutait après le film, c'est comme, je trouve ça toujours fascinant, les films qui sont réalistes, parce que moi, je trouve qu'ils sont plus difficiles à faire parce que dès que ton dialogue a l'air un petit peu trop comme écrit, pré-mâché, qui a l'air à livrer de l'information que normalement tu dirais pas parce que l'autre personnage le sait, c'est là qu'on débarque. Fait que tu sais,
ça prend plus d'efforts pour faire du naturel que pour faire du science-fictionnel ou juste comme d'une guerre intergalactique puis d'inventer des mots puis des affaires comme ça, je trouve. Là, mais on peut faire des succès et des échecs dans les deux cas. Là. Fait que ça me rejoint beaucoup. C'est peut-être aussi parce que j'étais un enfant spécial puis moi, comme... Est-ce que tu jouais-tu au Lego quand t'étais jeune? Hein? Pas du tout. OK, moi, je jouais au Lego puis tous mes amis aimaient full genre les pirates puis l'espace puis moi, ce que je préférais, c'était genre la ville puis nettoyer les rues puis construire une maison puis c'était comme genre les trucs d'espace, ça me gagnait pas, même si j'aime la sci-fi et tout. Fait que je fais ça. Peut-être le pragmatique, le terre à terre. Fait que voir la vie des gens puis se reconnaître là-dedans. Moi, j'ai eu un enfant récemment. Fait que les difficultés de fécondité puis d'affaires comme ça. C'est sûr que la scène de l'accouchement, je m'attendais pas à ce qu'elle prenne autant de place. Je suis comme, là, ça manque de peau. Ouais, ça manque de peau à peau. Il y a des affaires, j'avais des notes là-dessus, mais il se retrouve quand même à accoucher dans un endroit inusité. Ouais, nous, ça s'est pas passé comme ça. Heureusement. Mais oui, effectivement, tu l'as dit, c'est un film très touchant. Puis encore là, on parlait du duo de Pierre Luc Funk et Marianne Fortier. Andrew Garfield et Florence Pugh sont magnifiques. On croit à eux. Je croyais que c'était un vrai couple. Ah oui, à un moment donné, j'étais comme, oui, eux, c'est un couple d'envie, puis là, ils jouent des personnages. C'est comme, non, c'est tellement sincères dans leurs prestations. Fait que juste pour ça vaut la peine, pour une leçon de jeu incroyable. C'est bien écrit, c'est bien monté aussi, très, très fluide quand même au niveau du montage. Fait que ça peut paraître un peu banal comme histoire, puis effectivement, mais c'est banal dans le bon sens du terme, là. Pas ennuyant, mais c'est la petite vie au quotidien. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est juste le drame auquel ils vont être confrontés, qui amène des choix déchirants, mais comme tu l'as dit, c'est tellement bien écrit. Ils se posent des questions et on embarque dans ça. Et moi-même, ça te renvoie si on vivait ça, comment on réagirait nous autres. Fait que c'est très, très humain comme film. Puis c'est pas mélodramatique, ça tombe pas dans vraiment pas. Puis tu sais, une comparaison je peux faire encore là, qui est toujours le fun. Si vous avez vu la trilogie Before Sunrise, Before Midnight, Before Sunset de Richard Linklater, on est un peu là-dedans. C'est quand même un film très bavard, mais avec un peu plus de romance, je dirais. Un peu plus romantique. Plus de chandelle. Oui, tout à fait. Il y a un petit côté cuisine aussi. Oui, qui est quand même qui est le fun aussi, quand même. Sans que ça soit comme la thématique. Des fois, c'est ça. Les films de cuisine, c'est de la cuisine, on parle de cuisine. Là, c'est juste, on le fait très bien, on le montre, c'est de la cuisine élaborée qu'ils font, là, pas juste des grilled cheese de luxe. Haute gastronomie. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas, ça prend pas la moitié du film. C'est comme, elle fait ça. Lui, c'est drôle, il est genre représentant pour Weetabix, des compagnies de céréales. Genre Kellogg's, là, ou ici. Là, c'est ça, mais c'était des céréales encore plus adultes, là, tu sais, Weetabix, puis Alpen, puis c'est comme un mini wheat géant, pas de sucre, là. C'est super drabe, là. C'est pour ça qu'ils font des jokes de tu dois être régulier, puis ma crew, elle aimerait ça que t'en apportes, c'est des jokes, là. C'est comme si t'étais représentant All Brand, à peu près, là, tu sais, quasiment, là. Ouais, des céréales d'adultes, là, mettons. Alors, voilà, fait que si vous cherchez quelque chose de plus sentimental, de touchant, de We Live in Time et le film pour vous, définitivement. Ouais. Juste une affaire, on dirait que tu sais, John Crowley, on le connaît beaucoup pour Brooklyn. Je sais pas si je me répète, on l'a-tu dit ou pas? Non, on l'avait dit à Hors-d'onde. Ok, c'est ça. Parce que c'est quand même son 8e film. Ouais. Puis, je l'ai pas vu non plus, mais je me souviens que ça s'était rendu. C'est dans une conversation d'Oscar, là. C'était dans les premiers gros rôles de Saoirse Ronan, justement. On parlait de Outrun il y a quelques semaines. Donc avant Lady Bird? Ou dans avant, ouais. Puis, avant, j'y vais avec full confiance, plus demain je doute, mais je suis pas mal sûr que c'était avant, ouais. Il a fait The Goldfinch aussi, qui est une adaptation d'un best-seller, que ça a vraiment pas marché, par contre. Puis, il a fait Boy A, en 2007, qui était pas mal le premier film de Andrew Garfield. Ah, OK. Donc il y a 15 ans, fait qu'un Garfield de genre 16-17 ans, là, qui jouait un ado et tout, que j'ai jamais vu, mais en faisant mes recherches, j'ai vu ça. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il était content de retravailler ensemble et tout. Effectivement. Moi, j'ai un petit fun fact quand même. Parce que ça a circulé dans la dernière semaine, là, parce qu'ils font leur ronde promotionnelle, les comédiens. Ouais, ils sont pas venus nous voir, puis, malheureusement, non. Puis Andrew Garfield a mentionné qu'ils ont tourné une scène d'amour quand même. La sexualité. Et quand ils ont fait cette scène-là assez intime quand même, mais je m'attendais à plus à l'écran, là, de la façon qu'il l'a raconté. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils ont vraiment tourné ça dans l'intimité. Il n'y avait que l'opérateur de la caméra, le directeur photo et le gars de promeneur de son. Le réalisateur était même dans une autre pièce. Mais ils l'ont jamais entendu dire couper.
Ça a duré ça a duré 7 un heures. peu longtemps. Là, ils ne savaient pas trop. Ils ont comme continué, tout ça. Puis là, à un moment donné, ils sont comme retournés. Puis là, ils ont vu le directeur photo. Puis le gars du son sont juste comme tournés de bord. Là, fait qu'ils ont, par respect de ce qu'ils voyaient, puis là, ils savaient que c'était coupé. Mais là, ils ne savaient pas trop. Fait que, par pudeur, ils ont détourné le regard. Puis ils pensaient qu'ils continuaient à passer des acteurs. Puis ouais, genre pas trop. Là. Fait que... Et voilà. Ça n'a pas duré une demi-heure, là, mais je comprends 5 minutes. Puis... surtout que tu as des coordonnateurs d'intimité puis tout, fait que c'est toujours, tu sais, faut que ça a l'air super naturel, mais c'est une chorégraphie. Là, tu m'embrasses là, dans le cou, tu passes ta main, touche le sein, j'enlève ça, je fais ça. Fait qu'une fois que tu as comme un peu passé la scène, parce que comme des acteurs, ils ont une certaine confiance entre eux, surtout on espère qu'ils ont une bonne chimie et tout. Puis là, tu fais, là, tu sais, ça fait 3 minutes, c'est pas normal, là. C'était supposé durer 1 minute, là, tu sais. Fait que là, on serait rendu, on va pas se pénétrer, là, tu sais. Fait qu'il faut arrêter, là. Ouais. C'est drôle, ça. Allons, oui, d'autres choses? Non. C'est tout. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, puis que je trouve qu'il... Comme tu dis, il peut avoir l'air classique sur papier, mais que dans sa forme, il se réinvente par sa chimie des comédiens, par la franchise, l'ouverture à la sexualité, sans être comme le point fort. C'est pas comme tout ce qui est Drive, c'est la sexualité. C'est juste... J'aime ça aussi que... je pense pas que c'est un spoiler, c'est dans la bande-annonce aussi. Que, ils couchent ensemble une première fois, puis le lendemain, il est comme, je vais y aller, tu sais... J'imagine qu'il faut que je parte. Puis il est comme, t'es-tu obligé? Non, mais si toi, t'as des choses à faire, j'ai rien à faire. Puis là, ils passent comme toute la journée ensemble. Puis je trouvais ça full beau, tu sais, c'est full le fun. Qui justement, c'était pas juste un one night, tu sais, c'est comme, tu me plais vraiment beaucoup, puis ça serait cool, tu sais. Puis, ultimement, ils ont des difficultés aussi. Fait que, il y a du dialogue. Fait que, c'est vraiment un beau journal de tout ça. Donc, allons dans les autres sorties, sans trop s'y attarder. Mais, en parlant de première date ou de date et de couple qui sont voués ou pas à marcher, le deuxième acte de Quentin Dupieux, donc le prolifique Quentin Dupieux, au Québec, c'est son 3e film en 2024, après Yannick en janvier, Dali cet été, et là, maintenant, le deuxième acte. Je pense qu'il y en a qui ont été tournés en 2023 là-dedans, là. Je pense Yannick, mais pour nous, ça arrive tout là. Ça avait été présenté à Cannes, d'ailleurs, le deuxième acte, avec Léa Seydoux, Louis Garrel, Vincent Lindon et Raphaël Quénard, qui jouait le fameux Yannick dans j'allais dire son dernier film, mais son avant-dernier film. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est justement une femme jouée par Seydoux veut présenter à son père, joué par Vincent Lindon, celui qu'elle croit être l'homme de sa vie, donc le personnage de Louis Garrel, mais lui, il veut pas. Il dit, sur papier, tout marche, mais j'ablaire pas. Fait qu'il invite son ami, joué par Quénard, pour le pitcher. Fait que c'est un drôle de moment devant quand tu veux présenter ton... pas ton chum, mais mettons ta fréquentation à ton père, mais lui il invite son ami pour essayer que finalement elle tombe plus en... Ouais, c'est ça, mais l'autre est comme, c'est très bizarre, là. La fille veut coucher avec toi puis toi tu veux que moi j'y aille à ta place, mais t'es là. Fait qu'il se rencontre dans une espèce de café-bar, restaurant pour un peu régler ça. Tout ça dans le ton de Dupieux, donc avec des trucs un peu méta, un peu de bris de quatrième mur à l'occasion, avec du dialogue punché sur c'est ça. Ouais. Avec des choses qu'on devrait pas rire, mais qui font rire et tout ça. Fait que, tu sais, je pense que Dupieux a plus besoin de présentation. Je trouverais ça quand même drôle si du monde ne savent pas du tout c'est qui, puis à chaque fois c'est leur premier, mais ne sachant rien, là, juste comme, je l'aime Léa Seydoux, je vais aller voir cette comédie, puis c'est comme, je pensais que ça serait une comédie classique française, vaudeville, puis ça part comme un vaudeville, mais c'est comme sa vision de ça, finalement, fait que c'est pas le même genre de « Au ciel, mon mari », là, c'est pas tout à fait ça. Alors, écoute, un des cinéastes les plus originaux des dernières années, j'aime, il expérimente, puis il touche à différents genres, il a son style à lui, mais quand même, il va dans... Tu sais, il se réinvente continuellement. Puis là, c'est un petit film très conceptuel qui a été tourné en 12 jours, à très petit budget, 1 lieu de tournage ou presque, 4 comédiens quasiment, là, un autre qu'on voit, mais fait que... je dirais que c'est peut-être son plus tranquille, honnêtement. Là, en tout cas, dans les derniers que j'ai vus, qui étaient plus éclatés. Mais ça sentait une certaine urgence d'écrire ou de tourner. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont parti sur un trip, puis let's go, on fait ça, puis... c'est ça. Puis tu sais, autant Yannick aussi avait une certaine simplicité comme ça, puis peut-être que Dali était plus ambitieux comme projet, puis que lui, j'ai aucune idée, là, j'hypothèse ça, que
comme souvent du monde, là, une fois qu'ils ont travaillé sur Dune ou sur une grosse affaire que ça a pris 4 ans à faire, là, ils vont faire un film indie que genre, tu sais, John Watts avec son Wolf, là, qui finalement et tout, qui c'est comme, je peux te sortir des gros Spider-Man puis juste aller faire un petit quelque chose un petit peu plus énervé. Fait que c'était peut-être ça, là, tu sais, Dali, plein de comédiens, des affaires, on en parlait, des comédiens aussi qui ont tourné, qui finalement étaient même pas dans le film, puis des trucs comme ça, puis là, dire, hey, je pogne 4-5 chums, 2 semaines, on tourne le film, j'ai une idée, puis comme tous ces films, ça dure 80 minutes, mais tu sais, ça serait niaiseux que ça soit plus long. Là. Non, c'est ça. Le sujet est abouti à ce moment-là. Ouais. Fait que voilà. Fait que sous Aimé Dupieux, ben, vous serez pas... Puis là, je te prends sur le vif, mais tu as eu la chance de discuter avec Raphaël Quénard. Oui, une belle opportunité. Fait que ça va être en ligne sur mon ciné très prochainement, là, j'imagine. Oui, sur le monciné.ca. Surveillez ça, Suivez nos médias sociaux, on va le publier. Mais t'as-tu un scoop pour nous? Qu'est-ce qu'il disait? Ben, il t'a dit que d'ailleurs le tournage était bref, mais... oui, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de plans-séquences dedans. Oui, en fait, il y a comme 3 gros travelling, là, qui est surtout le premier est comme 10 minutes, là, l'ouverture du film. Ça. Les 2 gars qui se dirigent vers le resto. C'est ça, avec Louis et Raphaël. Donc, j'avais demandé effectivement est-ce que ça a été long à faire, parce que c'est quand même un peu complexe quand tu fais un long plan comme ça. Là. Tu peux te planter, ne serait-ce qu'au niveau technique aussi, des fois, tout ça. Fait qu'ils l'ont fait 12 fois, puis c'est la 7e prise qui aurait été utilisée dans le film. Fait que, mais lui, il a un gros plaisir à tourner ça. Justement, parce que je pense que c'est sa 4e collaboration avec Dupieux déjà. Il avait fait Yannick, Fait pour tousser. Ah, il était dans Mandibule, Fumé fait tousser. OK, c'est vrai, Mandibule, ça, je m'en souviens, c'était veg. Fait qu'il adore vraiment, c'est ça, l'originalité de Dupieux, puis... c'est sa muse, peut-être. Ouais, en tout cas. Je sais pas. Ben, lui aussi a quand même une unicité, Raphaël Quénard, dans son façon de livrer, de parler, puis même en lui parlant en vrai aussi, là, il est un peu comme ça, ce ton-là. Fait que c'est assez rigolo quand même. Ouais, puis il est vraiment explosé là, cette année. C'était drôle, il était nommé comme meilleur acteur pour, je me souviens plus quel film, mais aussi pour meilleure révélation, genre. Puis c'est comme absurde d'être dans les deux en même temps, un peu. Non, j'ai calculé, puis d'ailleurs, j'avais posé la question. Je pense qu'en 8 ans, il a fait 20 films, là. Puis juste 2024, je pense qu'il y en avait 4 ou 5. Fait qu'il avait dit qu'il prenait une petite pause. En fait, il prenait plus son temps pour choisir, là, parce qu'il y avait une urgence de tourner, puis il adore ça. Puis je comprends aussi. Je vais me calmer un peu. Ouais, puis là-dedans, tu sais, on l'avait vu dans Fragile, mettons, la comédie romantique de danse et tout, tu sais, si tu fais 3 tournages de suite, mais que t'es 3e rôle tout le temps, ben ça a pas l'air beaucoup. Mais là, la fois où tu gagnes en popularité puis tu deviens premier rôle, puis là, tes films que tu as tournés en 3e rôle sont pas encore sortis puis continuent à sortir, ben là, t'as l'air d'inonder le marché. Fait que je pense que c'est ça. Là, il a atteint, je pense, un assez bon statut pour pouvoir choisir puis pas manquer de travail puis faire peut-être plus de premier rôle puis là, laisser tomber l'arrière-plan. Fait que, bref, pour ça. Restons dans l'expérimental, disons ça comme ça. Rumors ou Rumeurs au Québec de Guy Madden et les frères Evan et Galen Johnson, ce qui en fait donc un film canadien, où ça se passe pendant un sommet du G7. Donc, on est en Allemagne. C'est le sommet annuel des 7 pays que je ne saurais tous nommer par cœur. Allemagne, France, Italie, Japon, Grande-Bretagne, États-Unis. Voilà. OK, yes. Ils font leur retraite d'un peu dans le bois, là, en arrière d'un grand manoir, dans le bois, sur un grand domaine et tout. En campagne. Voilà. Et il se met à se passer des choses weird. Tout le monde disparaît, fait qu'ils se retrouvent comme livrés à eux-mêmes, tous ces politiciens qui sont surtout sur la parole. Ce qu'on comprend, mais que c'est jamais dit, il y a eu une catastrophe au niveau planétaire, puis dans le fond, eux doivent trouver ou donner un énoncé, trouver, faire un, comment dire ça? Ça serait... pas un discours, mais... genre, le plan de match, ça va être ça. C'est ça. Fait qu'ils se mettent en équipe, puis là, ils commencent à écrire, avant qu'il y a des problèmes pour eux, là, à écrire en duo des affaires, puis tu vois toutes leurs façons qui sont un peu des clichés de ces pays-là. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est la distribution. Les plus connus sont Cate Blanchett, qui fait l'allemande, en fait. Denis Ménochet, que j'aime bien, qui fait le président de la République française. Et Roy Dupuis, qui fait le premier ministre canadien, qui a vraiment une allure un peu... Je pense qu'on se moque un peu de Justin Trudeau là-dedans, parce qu'il est
le beau gars, on comprend qu'il a couché avec une autre couple. Ouais, c'est ça. Il est proche de ses émotions. il est plus sensible que les autres et tout, tu sais. Mais en même temps, il est plus fort, il est plus tout. Fait que c'est un très bon casting d'avoir Roy Dupuis pour faire ça. Alicia Vikander aussi qui est là, mais pas comme une des dirigeantes, mais plutôt une attachée européenne, je sais pas quoi, qui entre en scène un peu plus tard dans le récit. Fait que, tu sais, tout ça est quand même une grosse farce politique. On se moque un peu de side, justement, dans un vaudeville, parce qu'on va tomber plus dans le sci-fi semi-zombie. C'est pas un film d'horreur, là, mais des espèces d'entités un peu weird. Fait que et un gros cerveau. Ouais, un gros cerveau géant qui s'enflamme et tout. Fait que c'est assez difficile à décrire. Ouais, ben, faut dire que Madden est vraiment le pape du film expérimental au Canada, là, tant par ses courts-métrages que ses longs-métrages. J'en ai vu un ou deux, mais je suis pas un grand fan nécessairement de ce genre-là, mais je sais que son public puis ses fans très, très dévoués. Ben, son dernier film était en 2016, The Forbidden Room, avec Roy Dupuis, entre autres, et une rasade d'acteurs. Ben, je me demande s'il n'y avait pas Kate Blanchett aussi, d'ailleurs, je suis plus certain. Puis que je n'ai pas vu, mais que je sais, j'entendais, c'était du 1 ou du 5 étoiles. C'est des films qui... Ah oui, t'embarques où tu détestes. Là. C'est ça. Fait que... Ben, Quentin Dupieux peut faire ça aussi. Moi, je trouve ça plus léger, mais c'est peut-être parce que justement, j'ai grandi avec des Chicken Swell puis des trucs comme ça, puis que j'adore l'humour absurde. Fait que ça, je trouve ça facile. Rumeur, j'ai trouvé quand même beaucoup de qualité, mais dans l'ensemble, ça peut être plus difficile à... je pense qu'on avait juste cinéphile averti. Juste jouer la satire politique, je pense que ça aurait été très bon. Parce que sur ce côté-là, je trouve que c'est vraiment bien réussi. Là, parce qu'on les voit à chaque fois que ces sommets-là et tout ça, puis qu'ils arrivent avec une petite lettre, on s'entend pour telle affaire, mais quelque chose qui est complètement vague, qui n'a rien de concret. Ouais, puis au final, ils font juste manger puis boire. Puis c'est pas une orgie, mais juste comme... C'est comme des vacances au chalet, eux autres. Là, vraiment. Ils n'ont rien réglé. Et j'ai eu le bonheur aussi de rencontrer Roy Dupuis pour Rumors. Fait quand même une grosse semaine d'entretien. D'entretien et de publication. Énormément de lectures pour tout le monde. Quand même, écoute, c'est un homme de peu de mots, il faut se le dire. Tu m'étonnes. Mais c'est quand même une discussion intéressante où lui, évidemment, est un fan de Madden parce qu'il avait joué justement dans leur film Forbidden Zone et tout ça. Fait qu'il adore cette unicité-là aussi de Madden et des frères Johnson. Mais à la base, il avait refusé le scénario parce qu'il joue dans une série télé à cœur battant qui est très intense, qui a les émotions en fleur de peau, puis pour lui de jouer un genre de rôle un peu semblable, c'était beaucoup demandé émotionnellement. Okay. Fait qu'il avait comme refusé au départ, mais pendant quelques jours après la lecture du scénario, le personnage l'habitait. Fait que finalement, il a recontacté Guy Madden puis il a dit « Écoute, s'il n'est pas trop tard, ça m'intéresse finalement. » Encore là, un tournage d'une 20aine de jours, mais de nuit, parce que tout le film se passe de nuit. Fait qu'il dit ça, c'était quand même assez intense. Tourné à Budapest. Puis il disait ce qui était drôle, c'est que tous les autres acteurs sont pas mal européens, là, à part lui, puis Charles Dance, je pense, qui est l'Américain, qui joue le président américain. Fait que les autres avaient beaucoup de visites sur le plateau et tout ça. Fait que il dit ça faisait un plateau chargé, en dehors en tout cas du plateau de tournage. Fait que bref, ça va être en ligne aussi très bientôt. Puis, je sais pas si Michael Fassbender est allé visiter le plateau. Je ne sais pas, peut-être. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, je voulais revenir parce qu'il s'est beaucoup posé la question. Là, j'ai vu aussi quelques entrevues où tout le monde justement pense est-ce que tu t'es inspiré du Saint-Trudeau parce que c'est un peu une caricature de ça. Mais il disait non, vraiment pas. Il disait en fait, les réalisateurs envoyaient à tout le monde des images d'archives, des films, des différents sommets, des rencontres comme ça. Fait que c'est plus inspiré, pas d'un politicien en particulier, mais plus de leur gestuelle, la façon qu'ils comportent, qu'ils vont serrer les mains, tout ça. Fait que pour la partie un peu protocolaire du début du film, fait que c'est plus ça qui l'a inspiré qu'un en particulier. Ben, tu vois, c'est ça. Moi, j'avais l'impression que c'est plus à l'écriture, peut-être qu'il y a un peu de Justin, mais effectivement, je sentais pas que Roy le caricaturait ou quelque chose comme ça. Parce qu'il n'y a pas la même personnalité dans le film, le personnage. Non, c'est ça. Puis je trouve que ça annulerait un peu le message du film si tu cibles trop du monde en particulier. T'sais. Même chose comme le président américain, il est vieux puis il a ses affaires, mais il n'est pas Joe Biden nécessairement. Il est juste, il représente... Ils sont toujours vieux, les présidents américains. Ils ont toujours 77 ans. Là, yes, that folks. C'est tout pour cette semaine. C'est quand même en masse de films. La semaine prochaine, le 25 octobre, surtout, j'ai très hâte de voir Conclave avec Ralph Fiennes.
D'autres très bons comédiens. Oui, John oui. Lithgow, puis... Stanley Tucci. Stanley Tucci, tout ça. Fait que, inspiré d'un best-seller, quand même. Ah, OK. C'est ça. Sur la mort d'un pape, puis là, il faut en choisir un nouveau, mais là, est-il mort de sa belle mort, ou est-ce que quelqu'un veut profiter de tout ça? Ouais, complot chez le pape, complot au Vatican. Et pour les curieux, ce qui semble être le dernier volet de la trilogie de Tom Hardy avec Venom The Last Dance. Je sais pas si c'est un clin d'œil à la télésérie de Michael Jordan avec les Bulls de The Last Dance. Peut-être, ça se pourrait bien. Et voilà. Un dernier tour de piste. Exactement. D'ici là, pour nous contacter, écrivez-nous au balado@monciné.ca ou suivez Magazine Mon Ciné sur Facebook et sur Instagram. En fait, s'il vous plaît, faites ça. Ajoutez un peu de like vu que nos médias sociaux sont encore très jeunes. Vous pourrez d'ailleurs voir lorsque les articles de Pat sont en ligne. Ils seront aussi directement sur le monciné.ca et vous pouvez évidemment vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Comme je disais, visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon popcorn, bon cinéma, puis si jamais vous croisez quelqu'un qui vous sourit étrangement, bonne chance pour la suite.